jeunes et les plus démunis. C'est la dépression de la dette. Having loans is a necessary evil here. You have to have them. You can't do anything without debt here. You can't get an apartment. You can't one day get a house. You can't buy a car if that's what you want to do. So you have to have debt. You have to have good credit. I have good credit because I have 3 credit cards, one of which I don't use, one of which I do use, and I pay it off every month. So because I pay it off every month, I have very good credit. It helps me. You know, landlords look at my credit score and say, "Oh, okay, yes, have the apartment." But having $20,000 worth of debt, not really excited about. My roommate, what she does is she gets new credit card offers. She gets the 0% APR, and she just transfers the debt that she owes from credit card to new credit. She doesn't even know how many credit cards she has. So a lot of people do that. I mean, that's sketchy. Inundated with consumerism all the time. Yeah. Debt, credit cards. That makes it a lot easier to buy things without actually having the money to do so. A lot of people do that. Very few people live within their means, and in fact, living within your means isn't necessarily a good thing. But then going out and buying lots of stuff just to buy stuff, just to do retail therapy, I'm not a fan. I'm not a fan. Quand je suis arrivé, je n'avais pas d'argent, mais je m'étais décidé quand même à aller à l'école. Et je me suis débrouillé comme font tout le monde. D'abord par le travail et ensuite par les cartes de crédit. Et c'est comme ça que j'ai payé mes études de premier cycle. J'avais 8 cartes de crédit. Je ne veux plus prendre de crédit, mais j'ai les debit cards. C'est plutôt l'argent que vous déposez en banque et vous utilisez comme crédit. Voilà. D'accord. Voilà. Tu en as combien? J'en ai 3, parce que j'ai 3 banques. Le Yellow Cab, le taxi qu'on a, dans lequel on est, c'est mon taxi, oui. C'est le Yellow Cab, comme on dit ici aux États-Unis. C'est à moi. Je l'ai acheté. Si vraiment il n'y avait pas ce crédit, je ne pouvais pas réaliser mes rêves. Je serais resté dans les petits boulots comme tout le monde et continuer à être un aventurier avec des petits boulots. Et là, vraiment, c'est pas ce que je comptais faire dans ce pays. Donc, je pensais plutôt à de grandes choses. Et vraiment réaliser de grandes choses, pour moi, il fallait repartir à l'école. Donc, les dettes m'ont vraiment, disons, le système d'endettement ou bien disons, le système qui nous permet de recevoir l'argent facilement, de s'endetter facilement auprès des banques, m'a vraiment aidé à payer mes études. Et je crois, avec la grâce de Dieu, je vais atteindre mes objectifs. Okay. Avec la grâce de Dieu? Oui, parce qu'on ne peut rien faire sans Dieu. C'est ce qui est marqué sur les dollars. C'est marqué. In God we trust. In God we trust. Yeah. In God we trust ou bien In gold we trust. Le dollar aujourd'hui a remplacé l'or comme étalon de référence international. C'est le grand privilège économique américain gagné dès la sortie de la guerre en 1944 et renforcé par le président Nixon en 1971. In dollar we trust? Croyons-nous vraiment au dollar? En tout cas, l'économie mondiale dépend de la valeur du dollar. On dit que quand l'Amérique tousse, c'est le monde entier qui s'enrhume. Les ménages américains se sentent très riches parce que la valeur de leur résidence augmente. Et les États-Unis ont un système financier très sophistiqué qui permet d'emprunter facilement.
Alors le consommateur moyen, qui voit le prix de sa maison augmenter de 20%, se dit « Super, je peux m'acheter un nouveau magnétoscope, une télévision haute définition à écran plat ». Il obtient de sa banque un prêt sur la valeur de sa maison, sur la plus-value de sa maison, et s'achète une télévision. Et que fait la banque avec l'argent? Elle crée des produits financiers sur un marché secondaire que n'importe qui dans le monde peut acheter. Arrive alors, disons, la Banque centrale de Chine, qui en a peut-être marre d'acheter des bons du Trésor américain, l'emprunt d'État, qui ne sont pas très rentables, et qui se dit, bon, on peut acheter ces crédits immobiliers pris par les consommateurs, garantis par la Citibank et par la banque émettrice, et qui rapportent plus. Pourquoi ne pas en acheter? C'est comme cela que l'argent finit en Chine, voire en Arabie Saoudite. C'est comme ça que tout cet argent passe dans leurs mains. En fait, je crois qu'environ 30% de la totalité des prêts immobiliers américains finissent quelque part en Asie. Chez Walmart, la plus grande chaîne de supermarchés américaine, 70% des marchandises proviennent de Chine. L'argent du magasin où j'achète ma télévision finit par aller en Chine, qui fait des bénéfices dessus. Walmart en fait aussi. D'autres se servent au passage, mais la Chine reçoit aussi sa part du gâteau. C'est comme ça qu'elle trouve les liquidités pour acheter les prêts américains. Et la boucle est bouclée. Les Américains se retrouvent avec une grosse télé haute définition et quelqu'un en Chine, enfin ce n'est pas une personne mais plutôt l'État, et c'est pareil au Moyen-Orient, quelqu'un donc détient la créance, la dette d'un Américain. Remarquez bien qu'il s'agit d'une dette privée et non publique, mais ils détiennent aussi la dette publique. Il existe sans aucun doute une interdépendance entre les États-Unis et la Chine, et l'Asie et le reste du monde. La Chine fournit à la fois les produits et le financement, mais la situation est instable. Parce qu'un pays ne peut pas passer son temps à importer des biens et services de l'étranger en donnant uniquement en échange au reste du monde des bouts de papier où il est écrit « Je vous dois de l'argent dans le futur ». C'est un peu comme si un toxicomane s'approvisionne chez son dealer, mais emprunte aussi de l'argent au dealer pour acheter sa drogue. Donc ces deux choses se produisent simultanément, ce qui rend la situation insoutenable. Sur la route de Détroit, vers la région des Grands Lacs, à la frontière du Canada. Une région principalement dédiée à l'industrie automobile, qui était le fleuron de l'industrie américaine il y a une quinzaine d'années. C'est le fief des trois grands, Ford, General Motors et Chrysler. Depuis 5 ans, la région perd en moyenne 25 000 emplois par an et les usines se délocalisent dans le sud des États-Unis, au Mexique et en Chine. Dans les entreprises, les syndicats se battent pour sauvegarder les emplois et les salaires. Mais la politique du crédit à tout va, la perte des avantages sociaux pour les travailleurs et une fiscalité très favorable aux grosses entreprises provoquent le naufrage économique et social de la région. The struggle for an international union for the automobile workers in North America began in this town. We're coming up to the side of the old plant, and if I can, I'm going to get you as close as I can, and you can see that this historical factory where this
the 1919 automobile workers strike began, and this historical factory where they built the first Jeeps for the Second World War campaigns in Europe, it's being torn down as if it's just a discarded, you know, piece of debris, you know.